Bienvenue pour le premier épisode de cette nouvelle saison de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous nous efforçons de fournir des informations analytiques précises et équilibrées sur les enjeux majeurs concernant les États-Unis, le Maroc et le reste du monde. Au programme cette semaine, le soutien international en faveur du plan d'autonomie au Sahara marocain se renforce avec la France qui rejoint les rangs des partisans de la position marocaine. La course à l'élection présidentielle américaine connaît un tournant significatif et les chances des deux candidats de remporter la présidence en novembre prochain restent égales. La reconnaissance de la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara par la communauté internationale ne cesse de croître, la France ayant récemment rejoint un nombre croissant de nations soutenant cette position marocaine. Cet appui renforcé constitue un progrès majeur dans les démarches du Maroc pour affirmer sa souveraineté sur son Sahara. Aux États-Unis, l'issue des prochaines élections présidentielles américaines reste plus que jamais incertaine suite au retrait du président Joe Biden. Cette évolution majeure a donné des chances égales aux candidats, marquant un tournant significatif dans la dynamique politique américaine. En outre, les enjeux centraux tels que la stabilité économique, la politique d'immigration et la sécurité nationale dominent l'actualité et influencent fortement les préférences des électeurs, ainsi que les stratégies de campagne des candidats dans ce nouveau contexte. Les élections de novembre s'annoncent comme un événement potentiellement déterminant, reflétant un électorat désireux de changement et de nouvelles perspectives de leadership. Pour discuter de ces sujets et faire le point sur ces dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Notre premier invité est l'ambassadeur Peter Pham. Il est un éminent universitaire américain et auteur de plusieurs ouvrages sur les relations internationales. Il s'est particulièrement consacré aux affaires africaines. Il a également occupé la fonction d'envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel en Afrique. Nous aurons également la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui, plus tard dans cet épisode, le distingué journaliste Mark Albert. Récipiendaire des prix Peabody et Emmy, il a consacré 25 années de sa carrière au journalisme au sein de CBS News et Hertz Broadcasting. Parmi nous également, notre chroniqueur Georges Lindrit. Il occupe depuis 1989 la présidence de l'Institut Frontiers of Freedom, un groupe de réflexion conservateur spécialisé dans les politiques publiques. Cet institut a été fondé par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Alors avant de commencer notre discussion, nous nous tournons vers notre correspondante Jeanne Mansour pour un angle sur le soutien international croissant en faveur de la proposition marocaine d'autonomie au Sahara marocain. Bonjour Marc. Ces dernières années, les positions internationales ont considérablement évolué concernant la question du Sahara marocain. De plus en plus, plusieurs pays expriment leur soutien à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc comme solution pacifique à ce conflit artificiel. Parmi eux, on compte la République dominicaine, la Finlande, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Tchad et les États-Unis d'Amérique qui ont récemment rejoint cette dynamique. Ce soutien croissant traduit un changement profond et significatif dans la politique internationale à l'égard du Sahara marocain. Cette tendance mondiale révèle une redéfinition des alliances et une reconnaissance accrue du rôle stabilisateur du Maroc dans la région. L'événement marquant de décembre 2020, où les États-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a constitué un tournant historique. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision symbolique, mais bien d'une composante d'accord plus vaste, incluant le renforcement des relations économiques et sécuritaires entre les deux pays. Ce soutien américain a incité de nombreuses autres nations à réévaluer leur position et à rejoindre ce mouvement, modifiant ainsi considérablement la dynamique géopolitique de la région. Par ailleurs, l'année écoulée a connu des évolutions notables dans les positions de plusieurs pays européens tels que l'Espagne et la France qui ont manifesté une reconnaissance explicite de la pertinence et de la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution durable.
Ces changements témoignent non seulement d'une réorientation des relations bilatérales entre ces nations et le Maroc, mais renforcent également le rôle du Royaume en tant que partenaire stratégique face à des défis globaux communs tels que l'immigration clandestine, la lutte contre le trafic d'êtres humains et le terrorisme. En effet, l'adhésion récente de pays comme la République dominicaine et la Finlande à cette initiative souligne l'élargissement du soutien à la position marocaine au-delà du cadre traditionnel de l'Union européenne. Cette reconnaissance internationale accrue reflète l'importance de la stabilité politique et économique en Afrique du Nord et conforte la légitimité du Maroc quant à sa souveraineté sur son Sahara. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour une résolution respectueuse des réalités géopolitiques tout en contribuant à la sécurité régionale. Bien à vous. Merci, Jeanne. Le 14 août, le United States Institute of Peace a publié un article signé par Thomas Hill. Il met en lumière le soutien international croissant en faveur du plan d'autonomie proposé pour le Sahara marocain, en soulignant notamment la position favorable de la France à cet égard. Georges Lindrit, il semble que l'un des conflits les plus longs en Afrique approche d'une conclusion claire, offrant enfin l'espoir de mettre fin à ce conflit artificiel. Alors, sur quoi au juste repose cette analyse de l'Institut américain pour la paix? Well, I don't think it was an ideologically based argument. I think it's just based on practicality. And if you look at what's been happening of late. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un argument idéologique, mais plutôt d'une question de pragmatisme. Si l'on observe les éléments récents, il est évident que le Maroc s'est affirmé comme un pays en développement dont les dirigeants ont accompli un travail remarquable sur divers fronts. Cela suscite l'attention de la communauté internationale. Parallèlement, l'Algérie s'est alignée sur des acteurs tels que la Russie et l'Iran, ce qui rend difficile de la considérer comme une solution viable à ce problème. Quant au Polisario, ce dernier a encouragé la violence et d'autres formes de déstabilisation. Je dirais donc que les grandes nations citées, un nombre impressionnant, incluant l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et bien entendu les États-Unis, reconnaissent de manière pragmatique que l'une des parties, en l'occurrence le Maroc, semble véritablement engagée dans la recherche d'une solution juste et raisonnable. À l'inverse, l'autre partie semble utiliser la situation à des fins opportunistes sans chercher à résoudre les problèmes. C'est dans ce contexte que la France semble réagir aux réalités actuelles. Cela me rappelle dans une certaine mesure la position de la France face à l'Allemagne en 1940, non pas dans le sens d'une invasion, mais dans l'idée de se ranger du côté de ceux qui promeuvent la paix, la stabilité et les opportunités économiques, des éléments essentiels pour une solution durable. Le Maroc, quant à lui, semble s'engager dans cette voie avec un dirigeant distingué, doté d'une vision éclairée qui fait preuve d'un désintéressement manifeste, recherchant une solution équilibrée et bénéfique pour toutes les parties concernées, plutôt qu'une solution à sens unique, ne servant que ses propres intérêts. Ambassadeur Peter Pham, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Les États-Unis ont exprimé leur soutien pour la première fois il y a plusieurs années sous l'administration Trump dans le cadre des accords d'Abraham en soutenant la position du Maroc sur la question du Sahara marocain. Cette position a été maintenue et consolidée sous l'administration Biden qui l'a préservée dans ses grandes lignes. En outre, la France ainsi que d'autres capitales européennes ont également rejoint cette orientation. Alors, quels sont selon vous les développements à venir dans ce dossier et comment parvenir à une conclusion définitive? Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, depuis que le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, communément appelées Sahara marocain, une dynamique s'est déclenchée. Depuis cette décision en 2020, de nombreux pays comme Georges l'a mentionné en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde ont suivi l'exemple des États-Unis. Le plus récent est la France, qui, il y a un peu plus d'1 mois, a franchi le pas.
Cela marque un véritable élan. Le deuxième point à souligner concerne ce qui motive cet élan. La reconnaissance de la réalité sur le terrain. Si l'on aspire à la stabilité dans cette région fragile, il est essentiel de reconnaître les défis sécuritaires croissants ces dernières années, notamment avec la montée des forces djihadistes et d'autres acteurs non étatiques. Face à cette situation, il devient évident que la seule option réaliste pour assurer la sécurité dans le sud de l'Europe, comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron dans sa lettre adressée à Sa Majesté le Roi, repose sur la souveraineté marocaine, négociée sur la base du plan d'autonomie proposé en 2007. Ce qui est particulièrement significatif dans la position de la France, c'est qu'elle marque l'adhésion d'un deuxième membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doté d'un droit de veto, à la même position que celle adoptée par les États-Unis il y a 4 ans. Ambassadeur Peter Pham, parallèlement à la proposition d'autonomie, le Maroc mène d'importants projets de développement dans la région. Les élus locaux jouent un rôle actif dans la gestion et le développement des affaires locales, ce qui témoigne d'une dynamique en cours et qui se renforce. En fait, les infrastructures nécessaires pour soutenir cette évolution sont en place. Dès lors, que manque-t-il pour que cette proposition marocaine se concrétise ? Il est indéniable que le Maroc a accompli des avancées significatives. Le pays a massivement investi dans ces provinces du Sud afin de stimuler leur développement. Toutefois, malgré les progrès réalisés sur les plans politiques et diplomatiques, subsiste toujours une incertitude liée à cette question. Un conflit artificiel alimenté par le Polisario et encouragé par certaines puissances algériennes. Cette incertitude continue de peser sur les perspectives d'investissement dans la région. Pour instaurer une stabilité durable, il est essentiel d'offrir aux populations un horizon d'espoir à travers des investissements et la construction d'un avenir meilleur. Cependant, cette instabilité engendre des doutes et des imprévus, faisant planer une ombre sur les développements positifs déjà en cours. Cette controverse artificiellement créée entrave donc non seulement le progrès politique, mais aussi le développement économique. Georges Landrit, les Allemands ont également souligné dans un article diffusé par l'une de leurs chaînes, Deutsche Welle, que la stratégie marocaine commence à porter ses fruits. Comment évaluez-vous les efforts du Maroc au cours des 50 dernières années pour développer son Sahara et pour améliorer le niveau de vie de sa population tout en surmontant les obstacles politiques et sécuritaires auxquels il a été confronté, notamment en raison du rôle du Polisario, soutenu par l'Algérie, qui a constitué un frein tout au long de ce processus? Écoutez, je pense que vous avez parfaitement identifié le cœur du problème. En effet, il me semble que le Polisario ne peut véritablement prétendre œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il utilise cette question ainsi que les personnes concernées comme des pions pour servir ses propres intérêts politiques et de pouvoir. Cela se reflète clairement dans ses actions. À l'inverse, lorsqu'on observe l'approche du Maroc, la différence est frappante. Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi que les dirigeants marocains qu'il a désignés et le Parlement ont entrepris des actions qui dépassent de loin une simple quête d'intérêt personnel. Ils sont réellement engagés dans un processus de construction et de développement. L'ambassadeur vient d'évoquer la stabilité et les opportunités, et cela est visible dans tout le pays. Prenons l'exemple des opportunités éducatives et des infrastructures. Le Maroc s'est fortement concentré sur l'établissement de bases solides pour un avenir plus prometteur. Peter, un autre aspect que nous observons de manière tangible est le rapprochement accru entre l'Algérie et Vladimir Poutine, ainsi que l'influence croissante de la Russie qui contraste nettement avec les alliances actuelles. D'un côté, les États-Unis soutiennent la position marocaine en faveur de l'autonomie, suivie par la France, l'Allemagne, ainsi que plusieurs autres pays mentionnés précédemment qui expriment un soutien positif. Alors dans ce contexte, à quel point la présence de la Russie dans cette région incite-t-elle les superpuissances comme les États-Unis et leurs alliés à renforcer leur alignement avec le Maroc dans le but de trouver une solution durable? La Russie, en tant qu'État et nation, a joué un rôle déstabilisateur dans toute la région.
notamment par le biais du déni plausible lié au groupe Wagner et à d'autres organisations mercenaires. Nous constatons cette influence néfaste au Sahel, d'abord en Mali, mais également de plus en plus au Burkina Faso, au Niger et en République centrafricaine, affectant toute cette zone qui s'étend de l'Atlantique à l'océan Indien. Concernant le rôle de l'Algérie, il est important de rappeler qu'il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement malien a subi l'un de ses plus grands revers militaires dans sa lutte contre les forces séparatistes dans le nord du pays. Où cela s'est-il produit? Juste à la frontière algérienne. D'après ce que nous savons de cette bataille, ces forces hostiles ont pu opérer depuis l'autre côté de la frontière, en Algérie. Elles se sont réfugiées en territoire algérien pour ensuite attaquer les forces maliennes à l'intérieur de leur propre pays, avant de se replier. Ce genre de jeu de dupes, malheureusement, ne contribue en rien à la stabilité régionale et nuit davantage à la sécurité mondiale dans son ensemble. Merci, ambassadeur. Alors avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant sur les efforts du Maroc en matière de développement et de soutien à la sécurité dans la région du Sahara marocain. Il est rare qu'un événement national au Royaume du Maroc se déroule sans que les discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI ne viennent annoncer de bonnes nouvelles tant pour les régions du sud du Maroc que pour l'ensemble du royaume. S'agissant des provinces du sud du royaume, force est de constater que les stations de dessalement réalisées ont contribué à insuffler une forte impulsion au développement socio-économique de la région. Aussi, nous orientons vers l'extension de la station de Dakhla et le relèvement futur de la capacité de production des autres stations. Pour cela, il convient d'exploiter le grand potentiel en énergie propre que recèlent ces provinces. Les plans de développement, l'extension des réseaux d'irrigation et de dessalement de l'eau, ainsi que les projets économiques d'envergure, tracent pour la région un rôle de premier plan, non seulement au niveau national, mais également à l'échelle continentale et mondiale. Ces initiatives témoignent du sérieux et de la crédibilité de la vision royale pour l'avenir du Sahara marocain. Parallèlement aux reconnaissances internationales croissantes des efforts marocains en matière de développement et de sécurité dans la région, la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York a organisé un séminaire international de recherche sur le thème « L'autonomie territoriale, la promotion des investissements étrangers directs ». Le séminaire a été animé par d'éminents experts, chercheurs et universitaires de Suisse, de Portugal, d'Espagne, de Danemark, d'Indonésie et de Tanzanie. Il a connu la participation d'une cinquantaine de diplomates, dont plusieurs ambassadeurs à New York, de hauts responsables onusiens et des médias accrédités auprès des Nations Unies. Cette rencontre a permis de comparer l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc pour la région du Sahara avec d'autres expériences d'autonomie dans le monde, notamment en ce qui concerne la promotion des investissements directs étrangers dans les régions autonomes et la stimulation du développement économique des populations locales. George, examinons comment l'engagement des États-Unis a débuté et s'est poursuivi dans la région du Sahel et du Sahara. Il est important de rappeler que le président Trump, au cours des dernières années de son mandat, a négocié un accord dans le cadre des accords d'Abraham avec le Maroc, accord dans lequel les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Souvent, lorsqu'une nouvelle administration prend le pouvoir, elle annule les actions de la précédente, estimant que tout ce qui a été fait auparavant doit être remis en question. Cependant, l'administration Biden a choisi de maintenir cette reconnaissance intacte. Pourriez-vous nous parler de la manière dont les États-Unis, leurs diplomates ainsi que la communauté internationale ont maintenu leur soutien au Maroc au fil des années? Je pense que vous venez de soulever un excellent point et vous avez raison sur plusieurs aspects. Dès le début, de nombreux changements ont été introduits par des décrets d'application, mais celle-ci a été préservée. Cela témoigne de la clarté de la situation, ce qui explique par exemple pourquoi des pays comme la France et l'Allemagne ont également reconnu cette réalité.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est aussi simple que de dire que le soleil s'est levé ce matin et qu'il se couchera ce soir. C'est un fait indiscutable. Je pense que les faits ont leur propre force. C'est pourquoi ce processus est resté extrêmement stable et constant, contrairement à d'autres processus qui peuvent changer tous les 4 ans, du moins en ce qui concerne les États-Unis. Et j'en suis reconnaissant, car cela revêt une grande importance. L'approche marocaine est, à mon avis, la bonne. Ambassadeur Pham, pourriez-vous nous expliquer ce processus? Vous avez été nommé à un poste politique au sein de l'administration Trump durant une période complexe et vous avez en quelque sorte contribué à mettre en avant l'importance de la reconnaissance non seulement du plan d'autonomie, mais surtout de la souveraineté du Maroc sur son Sahara qui constitue un élément central de cette négociation. Pouvez-vous nous raconter comment ce processus a été conduit avec le président Trump et comment cette reconnaissance a-t-elle été préservée au cours des 3-4 dernières années malgré les changements d'administration au niveau international? Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Il est essentiel de rappeler que dès les débuts du plan d'autonomie, les États-Unis, à travers des groupes bipatrites de membres du Congrès, ont reconnu l'importance et les avancées positives de cette initiative comme véritable voie à suivre. Cependant, ce que le président Trump a fait dans le cadre des négociations des accords d'Abraham va bien au-delà. Il a engagé tout le poids du gouvernement américain dans la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ce n'était pas simplement une question de considérer le plan d'autonomie comme une bonne base de discussion, mais bien de reconnaître le droit historique et juridique du Maroc à exercer sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Cela revêt une importance capitale pour le Maroc, mais aussi de manière plus large pour la communauté internationale, car il est essentiel d'être clair sur le fait que la souveraineté du Maroc n'est pas une question négociable. Cette étape marquante a eu des répercussions concrètes. À la suite de cette décision de l'administration Trump, 37 autres pays, dont la France récemment, ont suivi cette voie. Ce qui rend cela d'autant plus significatif, c'est que cette reconnaissance s'appuie non seulement sur une réalité historique, mais aussi sur des faits tangibles sur le terrain. Comme George l'a souligné, bien que de nombreux changements aient été apportés par l'administration Biden, cette dernière s'est heurtée à la réalité incontestable et n'a pu faire autrement que de maintenir cette position. C'est pourquoi, à mon avis, cette orientation persistera dans notre politique. Elle est en totale conformité avec la réalité historique. Les besoins de sécurité du Maroc, de ses voisins en Afrique du Nord-Ouest, ainsi que ceux de la communauté internationale. Aucune autre solution n'offre les mêmes garanties, ni les mêmes assurances. George Landrit, les États-Unis se dirigent vers une élection présidentielle avec la possibilité d'un changement d'administration. Quoi qu'il arrive, il n'y aura plus d'administration Biden, mais plutôt Harris ou Trump. Dans ce contexte, et compte tenu de la situation actuelle de la politique étrangère américaine, anticipez-vous des changements après le mois de novembre concernant le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc dans cette région? Si Trump est réélu, je ne prévois aucun changement majeur, car il poursuivra probablement sa politique qui a démontré son efficacité. En revanche, Kamala Harris reste une inconnue à certains égards. En 2020, on nous avait présenté Joe Biden comme un modéré, bien que son administration ne semble pas avoir entièrement reflété cette orientation. Kamala Harris, quant à elle, a toujours été positionnée à l'aile progressiste de son parti, ce qui soulève la question de savoir si son administration pourrait adopter une approche beaucoup plus radicale que celle de Biden. Cela rend les prévisions difficiles à établir. Je suis également quelque peu préoccupé par l'idée que la politique américaine ne devrait pas fluctuer tous les 4 ans. Il serait bénéfique que nous retrouvions une certaine stabilité, comme par le passé, où nous pouvions diverger sur certaines politiques intérieures, mais où un consensus existait généralement en matière de politique étrangère. J'aimerais que cette continuité se maintienne. Je vous poserai la même question, ambassadeur Pham, vous qui avez servi sous la présidence de Donald Trump et au sein du département d'État des États-Unis durant cette période. En considérant le paysage politique des 60 prochains jours aux États-Unis, ainsi que l'inauguration imminente d'un nouveau président, à quoi devons-nous nous attendre? Quel développement prévoyez-vous pour la région du nord-ouest de l'Afrique au cours des 6 prochains mois? Comme on dit, le diable se cache souvent dans les détails. Et dans ce cas précis,
nous avons une certaine idée de à quoi nous pouvons nous attendre. Comme George l'a justement souligné sous une administration Trump. Toutefois, de nombreuses inconnues demeurent concernant une éventuelle administration Harris. Prenons l'exemple du Maroc. En plus de ses efforts dans ses provinces du Sud, le Royaume tend également la main aux États du Sahel en s'appuyant à la fois sur des liens historiques, culturels et séculaires. Le Maroc offre à ces pays enclavés un accès à la mer via ses ports, ouvrant ainsi la voie à des opportunités de développement économique et de croissance. Nous devrions non seulement valoriser ces initiatives, mais également les soutenir activement. Parfait. Je vous remercie, ambassadeur Pham, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous allons prendre maintenant une courte pause avant de poursuivre notre discussion sur l'élection présidentielle américaine, dont nous aborderons l'état actuel de la campagne présidentielle. Alors restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous poursuivons notre discussion avec le journaliste Mark Albert et notre chroniqueur George Landrit. En fait, le retrait du président Joe Biden de la course présidentielle de 2024 a profondément redessiné le paysage politique américain. Cette décision a provoqué une onde de choc, modifiant les stratégies et réajustant les attentes au sein des deux partis. Ce retrait a également mis en lumière l'examen rigoureux auquel sont soumises les personnalités politiques concernant leur âge et leur capacité à remplir leurs fonctions, des questions qui ont joué un rôle central dans la formation de l'opinion publique et la confiance des électeurs. En conséquence, la vice-présidente Kamala Harris est désormais perçue comme une candidate de premier plan pour représenter le Parti démocrate, apportant une nouvelle dynamique à cette élection. Ce bouleversement a également ouvert la voie à de nombreux prétendants, incitant les candidats potentiels des deux camps à réévaluer leurs chances dans une course désormais plus ouverte et imprévisible, marquée par des enjeux plus nuancés et des questions analytiques plus profondes sur les implications de cette présidentielle. Alors nous sommes ici avec Mark et George. George, quels sont les éléments clés qui ont influencé ce calendrier? Que s'est-il passé suite au retrait de Joe Biden de la course? Je pense qu'il avait clairement affirmé dès le départ qu'il n'envisageait pas de se retirer. En fait, quelques jours avant de se retirer, il avait déclaré qu'il n'était absolument pas question qu'il le fasse. Cependant, il semble qu'il ait été approché par un membre influent de son parti qui l'aurait encouragé à se retirer sous peine de recours au 25e amendement pour le démettre de ses fonctions. C'est en tout cas la rumeur qui circule. Je n'étais pas présent, je ne peux donc pas confirmer avec certitude que c'est ce qui a été dit, mais cela pourrait expliquer son changement d'attitude plutôt brusque. Si l'on examine les données des sondages, il avait très peu de chances de l'emporter. Le parti a probablement estimé qu'il ne pouvait pas se permettre de soutenir un candidat avec si peu de perspectives de victoire et a donc décidé de tourner la page. Maintenant, je ne suis pas convaincu que Kamala Harris soit une alternative beaucoup plus solide, du moins à court terme. Son passé, entre autres éléments, ne semble pas particulièrement prometteur. J'aurais pensé qu'ils auraient pu opter pour quelqu'un comme Robert F. Kennedy Jr., qui pourrait offrir un choix plus pertinent. Merci George. Mark Albert, vous avez une expérience de 25 ans dans le journalisme et ce n'est probablement pas votre première élection présidentielle. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé au cours des 30 derniers jours, depuis la tentative d'assassinat de Trump, le retrait du président Biden, jusqu'à l'émergence de la vice-présidente Harris dans cette course? D'un point de vue historique et journalistique, comment analysez-vous ces événements et que peut-on en déduire? Je n'ai jamais vu auparavant une situation comme celle-ci. Le revirement soudain dans la course à la présidentielle a été tout simplement spectaculaire. Comme George l'a mentionné, il semble évident que des membres influents du Parti démocrate, ainsi que certains collaborateurs de la Maison-Blanche, d'après les informations disponibles, ont fait savoir que le président sortant avait peu de chances de gagner. Non seulement il risquait de perdre la présidence, mais il compromettait également les chances de maintien du parti à la Chambre des représentants et au Sénat, tout en nuisant aux candidats qui étaient en lice pour les élections à venir.
Bien que l'on ne sache pas exactement quelles autres pressions ont pu s'exercer, il est assez clair qu'on lui a présenté la situation en termes d'héritage. La question était, quel héritage souhaitait-il laisser? Est-ce celui d'une triple défaite ou celui qui ouvrirait la voie à la première femme afro-américaine présidente des États-Unis? C'est une décision particulièrement difficile pour tout président en exercice, car les dirigeants sont naturellement réticents à céder le pouvoir. Dans ce cas précis, les discussions ont vraisemblablement convaincu le président qu'il devrait se retirer pour le bien de son parti. Reste à voir si cela s'avérera un choix judicieux. Oui, nous verrons bien. Georges Lindrit, cela signifie que Donald Trump a dû complètement réajuster sa stratégie de campagne. Pendant des mois, il s'est positionné face au président sortant Joe Biden. Désormais, le paysage politique a radicalement changé. Alors comment M. Trump a-t-il dû adapter sa vision de la course, ajuster son approche sur le terrain et planifier sa campagne jusqu'à l'échéance de novembre? Je pense que l'une des principales raisons tient au fait que Kamala Harris, en tant que vice-présidente, a toujours été une fervente défenseuse des politiques de l'administration actuelle, y compris récemment. Il est donc essentiel pour Donald Trump de se concentrer sur les enjeux politiques. Il serait à mon avis une erreur pour lui de continuer à mener une campagne axée sur des questions superficielles comme les préférences en matière de tweets. Il devrait véritablement mettre l'accent sur ses politiques, même si une partie des Américains n'apprécie pas sa personnalité. Il convient de se rappeler qu'avant la pandémie, bon nombre de ses politiques étaient perçues comme efficaces. La question à poser est la suivante. Quelles politiques de l'administration Biden ont réellement fonctionné? Et il semble difficile de trouver des exemples probants. Par exemple, l'administration a prétendu avoir créé de nombreux emplois, mais a dû récemment rectifier ces chiffres qui s'avéraient incorrects. La plupart de ces emplois étaient en réalité des postes qui sont revenus après les réouvertures d'entreprises forcées de fermer pendant les confinements. L'administration a présenté cela comme de nouvelles créations d'emplois, ce qui est trompeur. Si l'on s'interroge sur la raison pour laquelle tant d'Américains estiment que le pays va dans la mauvaise direction, la réponse réside principalement dans le fait que l'économie ne se porte pas bien. Je suis convaincu que les électeurs réaliseront que Kamala Harris est probablement plus radicale que Joe Biden ne l'a jamais été et que sa cote de popularité continuera de baisser, comme cela a été le cas depuis la Convention nationale démocrate. Marc Albert, qu'en pensez-vous? George vient de soulever un point très pertinent concernant la politique. La plupart des Américains ont une idée assez claire de la nouvelle administration Trump sur le plan politique compte tenu du rythme intense de la campagne. En revanche, la campagne de Harris n'a même pas publié de page dédiée à sa politique générale sur son site web avant le week-end dernier, soit environ 7 semaines après le retrait du président et son accession en tant que candidate. Les Américains devront donc rapidement se familiariser avec cette nouvelle figure de proue qui semble prête à poursuivre les politiques de l'administration Biden. Cependant, la question demeure. Y a-t-il réellement des différences entre elle et l'actuel président ou s'inscrira-t-elle strictement dans la continuité? Je vous propose d'examiner l'impact du retrait de Joe Biden, la course électorale, à travers le reportage suivant. La décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course à la présidence a suscité un vif émoi, en particulier chez son rival républicain Donald Trump. Depuis plusieurs mois, la campagne de Donald Trump avait fait de l'état de santé et ses capacités cognitives de Biden un axe central de ses attaques. Cependant, face au retrait de Biden, Trump a été contraint de réviser sa stratégie pour affronter désormais la vice-présidente Kamala Harris, une adversaire qu'il aurait préféré éviter. Ce retrait représente un coup dur pour l'ancien président qui aurait favorisé une confrontation directe avec Biden. Dès lors, l'équipe de Trump a redirigé ses critiques vers Harris, affirmant que sa présidence serait encore plus néfaste que celle de Biden. Trump a pour sa part assuré qu'il continuerait sa campagne, que ce soit face à Biden, Harris ou tout autre candidat démocrate, les tenant tous responsables de la crise économique et de la situation à la frontière. La candidature de Kamala Harris pourrait toutefois poser une véritable menace pour Trump, notamment en raison de son attrait potentiel auprès des électrices, un électorat historiquement difficile à capter pour les républicains. Par ailleurs, Harris est perçue comme une fervente défenseur du droit à l'avortement, une question épineuse qui a desservi les républicains lors des élections de 2020
Ainsi, sa candidature offre aux démocrates une opportunité de recentrer la campagne sur un affrontement idéologique entre deux visions culturelles opposées, pouvant modifier le cours des élections dans les semaines à venir, en particulier dans les États stratégiques tels que le Michigan, la Pennsylvanie ou l'Ohio, où les sondages suggèrent que Harris pourrait surpasser Biden face à Trump. Mark Albert, vous étiez journaliste pour le compte de CBS News et Sportscast. Il semblerait que vous soyez bien informé de la situation et il est impératif d'obtenir une interview avec Kamala Harris. Depuis son entrée en campagne, elle n'a accordé qu'une seule entrevue d'environ 16 minutes à CNN. En tant que journaliste, trouvez-vous cela quelque peu surprenant qu'elle n'ait pas multiplié les apparitions médiatiques? Il y a plusieurs éléments à souligner. Premièrement, l'interview était conjointe avec son colissier Tim Walz, gouverneur du Minnesota. J'ai couvert la politique dans cet État pendant 8 ans et c'était donc intéressant de le voir en première ligne. Il est évident que les journalistes, en particulier ceux de la Maison-Blanche, souhaitent toujours plus d'interviews. Idéalement, nous aimerions que les deux candidats en donnent une par jour jusqu'à l'élection. Pourquoi? Parce que cela permettrait aux Américains de mieux comprendre les politiques, les principes et les convictions des candidats. Il est aussi certain que son équipe de campagne évalue les risques. Pourquoi mettre en péril l'élan favorable qu'elle a connu? Kamala Harris a bénéficié d'une période de grâce remarquable durant les 7 premières semaines de sa campagne, un phénomène quasi inédit en termes historiques. Toutefois, elle commence désormais à publier des déclarations politiques et vient de donner une première interview formelle. Va-t-elle organiser une conférence de presse et elle a participé à des échanges informels, parfois appelés gaggles, sur les tarmacs d'aéroports, répondant brièvement à quelques questions dans des cadres plus détendus. La vraie question est donc de savoir si nous verrons davantage d'entretiens formels à l'avenir. Naturellement, les journalistes estiment que ces entrevues sont essentielles pour mettre un candidat face à ses engagements, ses erreurs ou ses incohérences passées. Je pense que non seulement les journalistes, mais aussi une large partie du public souhaitent voir plus de ce type d'interaction de la part des deux candidats. Georges Lindrit, Donald Trump a connu une campagne présidentielle très réussie en 2016. Toutefois, les élections de mi-mandat en 2018 n'ont pas été aussi favorables et en 2020, malgré ce que certains républicains peuvent affirmer, il a perdu à la fois le vote populaire et le vote électoral. L'année 2022 n'a pas non plus marqué un grand succès pour le Parti républicain. Alors pensez-vous que Trump puisse retrouver cette magie qu'il avait propulsée en 2016 ? Existe-t-il une chance qu'il parvienne à renverser la situation dans les semaines à venir? Ou bien son héritage se résumera-t-il à ce que l'on appelle un one-hit wonder connu pour son seul triomphe en 2016 sans avoir su réitérer cette dynamique? C'est une question très pertinente. J'aimerais pouvoir prédire l'avenir, mais voici mon point de vue. Ces 3 dernières années ont été marquées par de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de la sécurité nationale, de l'économie, de l'inflation, de la criminalité ou encore des crises comme celle du fentanyl aux États-Unis. Ces problèmes cumulés pourraient amener les Américains à reconsidérer leur soutien envers celui qui, malgré ses excès sur les réseaux sociaux ou sa rhétorique parfois controversée, leur semble être une meilleure alternative à 4 années supplémentaires dans la même direction. Je pense que Kamala Harris tentera de modérer ses déclarations pour séduire un électorat plus large. Mais il est clair qu'elle a toujours maintenu une ligne politique très cohérente. De ses débuts à San Francisco jusqu'à aujourd'hui, elle s'est toujours positionnée comme une figure de l'aile progressiste. Certains diront même qu'elle a contribué à la dégradation de certaines villes comme San Francisco et plus largement de la Californie. Il en va de même pour son rôle au cours des 3 dernières années où il a été perçu par certains comme participant à l'affaiblissement des États-Unis. Est-elle donc sur le point de changer de cap radicalement? Je pense que non. Comme l'a d'ailleurs souligné le sénateur Bernie Sanders, Harris reste fondamentalement une progressiste et ses récentes tentatives de modération sont probablement une stratégie électorale. Au final, les Américains devraient reconnaître que ces ajustements de discours font partie du jeu politique. Mark Albert, nous avons abordé certaines questions relatives aux politiques et les véritables politiques, pas seulement le chemin vers la Maison-Blanche ou le battage médiatique autour des interviews. D'un point de vue strictement politique, Georges a mentionné que Kamala Harris se positionne désormais à l'extrême gauche. Cependant, elle bénéficie encore du soutien d'environ 50% de l'électorat avec un équilibre presque parfait autour de 48-48 ou 46-46. Que pensez-vous que cela révèle sur la situation actuelle de l'électorat américain?
On entend souvent dire que les sondages ne sont qu'une photographie à un instant donné, sans valeur prédictive à long terme. En regardant les sondages cette semaine, il est clair que dans les 7 États clés, l'écart est inférieur à 3 points, ce qui en fait de véritables champs de bataille. Les sondages nationaux montrent également une compétition serrée. Par exemple, le New York Times vient de publier un sondage où Trump aurait une avance de 2 points ou un seul. Toutefois, il est important de rappeler que l'élection présidentielle n'est pas décidée par un vote national direct, mais par le biais du collège électoral, rendant ainsi ces sondages moins significatifs, bien qu'ils prennent le pouls de l'électorat. Il s'agit donc d'une course extrêmement serrée, où les futures interviews, débats et éventuels faux pas joueront un rôle décisif, sans oublier la traditionnelle surprise d'octobre qui peut, comme par le passé, bouleverser les dynamiques de la campagne. Par ailleurs, il est essentiel de noter que les premiers bulletins de vote provenant de l'étranger ont déjà été envoyés, ce qui signifie que le processus de vote a d'une certaine manière déjà commencé. Le candidat qui réussira à capitaliser sur ces votes anticipés pourrait bien avoir l'avantage décisif. Les bulletins de vote vont bientôt être distribués dans plusieurs États, incluant de nombreux jeunes électeurs. George Landry, il est souvent observé que les jeunes hommes tendent à se rallier au président Trump, tandis que les jeunes femmes penchent davantage en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris. Alors, à votre avis, pourquoi cette distinction existe-t-elle? Qu'est-ce qui explique que Trump rencontre un succès légèrement plus marqué auprès des jeunes électeurs, en particulier des jeunes hommes? Well, I think part of it is the American dream. I have a number of Je pense que le rêve américain joue un rôle important dans cette dynamique. Ayant plusieurs fils et 2 filles dans cette tranche d'âge, soit un total de 7 enfants, je bénéficie d'un aperçu direct de leurs réflexions. Ils expriment souvent des inquiétudes quant à leur avenir, notamment la possibilité de devenir propriétaires. Ils réalisent que pour acheter une petite maison rangée, il leur faudrait gagner plus de $100 000 par an, une somme difficilement atteignable alors qu'ils viennent à peine de terminer leurs études. Ils se demandent comment y parvenir et cela les préoccupe. De plus, s'ils envisagent de fonder une famille comme la nôtre qui est nombreuse, une petite maison de ville ne suffirait pas. Il est facile de voter pour un candidat qui promet de vous aider et de vous offrir toutes sortes de choses. Mais il faut aussi faire face à la réalité. Je pense que c'est ce qui se passe. Les gens commencent à ouvrir les yeux et à se rendre compte que l'opportunité d'accéder au même niveau de vie que leurs parents est en train de s'évanouir. the possibility of me having the same life my parents had is evaporating. D'un point de vue économique, ce qui se joue actuellement avec cet électorat est fondamentalement centré sur l'économie. Pour la majorité des électeurs, qu'ils soient démocrates ou républicains, la question prioritaire à ce stade concerne la situation économique. Pouvez-vous nous fournir votre analyse de l'état de l'électorat et des enjeux économiques à l'approche de 2024? N'était-ce pas le slogan de Bill Clinton en 1992, c'est l'économie stupide? Ce principe semble effectivement s'appliquer aux élections qui ont suivi. Si l'on observe l'évolution de l'inflation, les prix ont augmenté d'environ 20% depuis le début de la pandémie et de l'administration Biden. Certes, l'inflation a baissé de manière significative, diminuant des 2/3 voire des 3 quarts par rapport à son pic. La Réserve fédérale envisage d'ailleurs de commencer à baisser les taux d'intérêt pour la première fois. Cependant, sur le terrain économique, de nombreux citoyens continuent de ressentir le poids des prix élevés, notamment dans les magasins d'alimentation. Est-ce que Harris parviendra-t-elle à démontrer que le pays est sur la voie de la reprise, que les revenus sont aujourd'hui plus élevés qu'au début de l'administration et que par conséquent la vie s'est améliorée depuis 4 ans? Ou bien la célèbre question « Votre situation est-elle meilleure aujourd'hui qu'il y a 4 ans ?» deviendra-t-elle un argument percutant de Trump contre Harris? Je vous propose maintenant de suivre l'article suivant qui analyse en profondeur la relation entre les jeunes électeurs et les enjeux économiques. Le site web de la Brookings Institution a récemment publié une étude centrée sur l'impact crucial du vote des jeunes âgés de 18 à 29 ans lors des prochaines élections présidentielles américaines. L'équipe de recherche composée de Gabriel Sanchez, Karishma Luthra, Ania Paracher avait initialement exprimé des préoccupations quant à une éventuelle baisse de la participation de ce groupe en raison du mécontentement envers les politiques de Joe Biden et de Donald Trump. Toutefois, le retrait de Biden de la course, son soutien à Kamala Harris ainsi que les problèmes juridiques entourant Trump ont redessiné le paysage électoral, faisant du vote des jeunes un facteur clé dans le résultat des élections. Selon l'étude, 45% des jeunes électeurs âgés de 18 à 27 ans appartiennent à 10 minorités ethniques
dont 22% d'origine latino-américaine, 14% afro-américaine et 4% asiatique. Ces jeunes sont fortement influencés par des enjeux économiques tels que la dette étudiante, les coûts élevés du logement et l'accès aux soins de santé. Ces questions sont devenues prioritaires pour eux, éclipsant d'autres débats sociaux comme l'avortement. L'étude conclut que malgré les inquiétudes initiales quant à une baisse de participation, les défis économiques ont stimulé l'engagement politique de ces jeunes, en particulier face aux difficultés financières qu'ils ont rencontrées ces dernières années, notamment en raison de l'inflation et de la hausse des prix de l'immobilier. La campagne de Kamala Harris met donc fortement l'accent sur ces problématiques économiques, en particulier la question du logement, pour mobiliser ces électorats décisifs. Les jeunes électeurs, l'économie, mais aussi les soins de santé constituent des enjeux majeurs, notamment pour les électrices et les jeunes votants. Les coûts des soins de santé demeurent un problème central. Par ailleurs, des questions telles que les droits reproductifs sont également au cœur des préoccupations. Georges Landrit, selon vous, quel rôle joueront les soins de santé dans la décision des électeurs lorsqu'ils choisiront pour qui voter ? Cela dépend en grande partie de la démographie à laquelle on s'adresse. Par exemple, la question de l'avortement est probablement plus cruciale pour les femmes. Cependant, de manière générale, je pense que la question centrale reste l'accessibilité financière des soins de santé. On nous avait promis avec l'Obamacare que ce problème serait résolu, mais cela n'a pas été le cas. Les choses se sont même aggravées. On nous avait assuré que nous pourrions conserver notre médecin, nos plans de santé et que les coûts allaient diminuer, mais aucune de ces promesses ne s'est concrétisée. J'espère que les Américains comprennent que le gouvernement n'excelle pas dans la gestion des prix. L'exemple classique étant les dépenses exorbitantes pour des biens tels que des sièges de toilette à $10 000 ou des marteaux à $6 000. Il est préférable d'exploiter la puissance du marché libre où la concurrence encourage de meilleurs services, des prix plus compétitifs et une meilleure valeur. C'est à mon avis la direction à suivre. Pourtant, Harris propose une approche différente, allant jusqu'à suggérer de fournir des soins de santé aux personnes en situation irrégulière. Cela ne fera qu'augmenter les coûts et pourrait conduire à la fermeture d'hôpitaux, créant ainsi de nombreux autres problèmes. Si les Américains sont attentifs, ils comprendront que ces politiques risquent d'entraîner une véritable catastrophe pour le système de santé. La désinformation dans les médias est un enjeu préoccupant. Récemment, le procureur général Merrick Garland a engagé des poursuites contre des individus liés à la Russie accusés d'avoir voté aujourd'hui, ainsi que contre des personnes recevant des millions de dollars pour financer des plateformes médiatiques destinées à tromper l'électorat. Dans quelle mesure ce phénomène risque-t-il d'influencer le processus électoral au cours de ce cycle ? Georges et moi discutions de la notion de liberté d'expression. Il est certain que tout au long de l'histoire des États-Unis, des individus ont tenté de tromper l'opinion publique, et ce depuis 248 ans. Cependant, ce qui distingue la désinformation actuelle, comme l'a mentionné le département de la justice, ce sont les nouvelles méthodes de manipulation qui émergent, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est cela qui m'inquiète particulièrement pour les prochaines élections. Allons-nous voir l'IA être utilisée pour semer la confusion parmi les électeurs, au point de perturber activement des circonscriptions ou même des États entiers? C'est un terrain inconnu et cet outil ne figurait dans aucune stratégie il y a 20 ans, encore moins il y a 200 ans. Il est devenu extrêmement facile et peu coûteux de diffuser de la désinformation. En fait, l'intégrité des élections représente un autre défi important. Le président Trump a souvent affirmé que des votes illégaux pourraient poser problème, entre autres accusations. C'est un peu comme lancer une multitude de grenades dans le système. Georges, quelle est la réalité des choses? S'agit-il simplement d'une exagération typique de Trump, comme il a l'habitude de le faire, ou pensez-vous réellement que l'intégrité des élections et des urnes est menacée cette année? Il semblerait qu'il existe un problème d'intégrité électorale, notamment en raison de l'ascension d'un parti particulier. Cette proposition a été rejetée, et ce malgré le fait que dans la plupart des pays européens, une pièce d'identité est exigée pour voter. De même, la nécessité de prouver sa citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales a également été rejetée. La question qui se pose alors est de comprendre pourquoi ces deux mesures ont été refusées.
La réponse semble évidente, surtout lorsque l'on considère le nombre considérable de personnes inscrites sur les listes électorales dans certains États, dont plusieurs ont heureusement fait l'objet d'un examen minutieux par les gouverneurs, entraînant la suppression des inscriptions frauduleuses. Nous espérons que cette démarche sera généralisée à l'échelle nationale. Cependant, certaines juridictions semblent se satisfaire de la présence d'électeurs illégaux, non seulement pour le vote, mais aussi à des fins de recensement, afin d'accroître leur représentation parlementaire. Il est donc crucial que les citoyens américains prennent conscience de ces enjeux et exigent que des mesures appropriées soient prises, car en tant qu'Américains, nous devons préserver l'intégrité de notre processus électoral. D'ailleurs, lors de mes séjours à l'étranger, il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais voter dans un pays où je n'étais pas citoyen. Marc Calbert, vous avez réalisé une étude que j'ai pu consulter. Quel est, selon vous, l'état de l'intégrité des élections durant ce cycle électoral? Il ne m'est même pas nécessaire d'insister sur ce point, car je l'ai déjà signalé. Je suis bien informé des faits. Il n'existe aucune preuve de fraude généralisée lors des élections américaines. Des responsables des administrations Trump et Biden ont unanimement affirmé que les élections américaines sont sûres, sécurisées et transparentes. Y a-t-il eu des cas de fraude? Certainement. Comme dans tout processus électoral, des cas isolés de fraude sont inévitables. Cependant, je parle ici en tant que journaliste ayant personnellement examiné les enveloppes des bulletins de vote par correspondance afin de m'assurer que les règles étaient correctement appliquées. Aucune preuve de fraude généralisée n'a été trouvée. Bien qu'il existe des erreurs, des inefficacités et des possibilités d'amélioration à travers de nouvelles législations, à notre connaissance, aucune fraude d'ampleur n'a été mise en évidence. Oui, à notre connaissance, ce que nous savons maintenant, c'est que nous venons d'arriver à la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre davantage sur ce processus politique fascinant qui se déroule cette année aux États-Unis. À la fin de cet épisode, je tiens à remercier mes invités, l'ambassadeur Peter Pham et le journaliste Marc Calbert. Merci également à notre chroniqueur Georges Lindrit et à notre correspondante Jian Mansour. Un grand merci à notre équipe de production et à notre réalisateur, M. Mohamed Saïd El-Wafi. De ma part, Mark Pfeifly, nous vous remercions pour votre attention lors de cet épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.